Bienvenue à cette conférence de l'association Filière Hors-Site France. Le Hors-Site, une solution de grande échelle pour déverrouiller la capacité à construire et à rénover. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Céline Beaugelin, qui est déléguée générale de l'association Filière Hors-Site, pour qu'elle introduise le sujet. Vous allez voir que dans ce sujet de conférence, il y a deux éléments importants. La solution à grande échelle dans un premier temps et dans un deuxième temps, la capacité que l'on a, que l'on aura, que l'on doit avoir à construire et à rénover en hors site. Bien évidemment, Céline, c'est à toi. Bonjour à tous, moi je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie de vous accueillir tous aujourd'hui. Alors je vais simplement introduire, et puis c'est surtout mes voisins qui vont avoir du contenu. Alors, je vous parle 2 minutes de l'association et cette association, elle est née d'un certain nombre d'acteurs, plutôt donneurs d'ordre, qui se sont dit qu'il y avait sans doute une sorte de responsabilité de leur côté ou une responsabilité collective à se réinterroger sur notre manière de construire. Parce que, a priori, on n'a pas beaucoup évolué depuis quelques dizaines d'années, qu'il y a un sujet autour de la qualité, autour de la prévisibilité, autour aussi certainement de la compétence et que le hors-site, c'est un moyen de réinterroger tout ça et c'est plus véritablement un vecteur de transformation qu'une ambition en tant que telle. Nous, ce qu'on vise clairement, c'est une réflexion sur les procédés constructifs, l'industrialisation, qu'est-ce qu'on peut produire hors du chantier et qui nous permette d'améliorer rapidité, prix, etc. Mais c'est aussi de revoir, certes, on pense tous au bar des années 60, mais il y avait quelques qualités à cette standardisation que l'on cherche aujourd'hui à garder aussi avec une qualité architecturale qui va de pair. Voilà, donc une association qui aujourd'hui regroupe une centaine d'acteurs, toute la chaîne de valeur de la construction, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on échange entre nous sur chacun de son point de vue, sur la manière de faire évoluer le hors-site. J'en profite pour dire que le hors-site, c'est du 1D, poteau-poutre, c'est du 2D, façade, plancher, c'est aussi du modulaire, c'est aussi des salles de bain préfabriquées. Voilà, on a vraiment, nous, une acception très large, c'est aussi tout matériau, dès lors que ça permet d'améliorer la qualité environnementale, le prix, la capacité à faire, de baisser les nuisances, etc. etc. Et bien donc, rejoignez-nous. Et sur ce mot de fin, je te repasse la parole, Florent. Merci Céline. Alors, c'est très important ce que tu as dit parce que tu as rappelé en fait dans ton intervention euh, toutes les qualités qu'il y a à construire en hors site. La réduction en termes d'empreinte carbone, la qualité des projets aussi, c'est super important. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir recevoir des acteurs très différents de la chaîne de construction. On a le plaisir d'accueillir Raphaël Catonnet, directeur général de Pidea Europolia, acteur toulousain. Jonathan Chemout, directeur innovation technique de chez De Mathieu Bar, Fabien Gantois, architecte, vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes, Michel Veillon, directeur général de Savoie, et on aura aussi la chance d'avoir Amélia Tiscorna, qui est la directrice générale déléguée de Scoping, qui nous fera une petite intervention à la fin de cette conférence, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui on va parler du comment, mais on va aussi parler et surtout du pourquoi. On s'engage dans cette construction, dans ce modèle de construction hors site. Alors pour commencer à évoquer ce sujet, je vais aller vers Jonathan. Oui, c'est vous, tout à fait. Alors Jonathan, on va avoir la chance avec vous de plonger dans la construction hors site avec des exemples, mais aussi avec une explication de la manière dont De Mathieu Bar se projette avec la construction hors site, comment vous travaillez sur ce sujet. On a beaucoup de choses à dire dessus, et surtout par rapport à ce qu'a dit Céline sur les possibilités qu'on a avec ce procédé constructif. Ah, tu m'entends? Je vais mettre à côté de toi. Pardon, petit souci technique. Alors, je recommence. Je disais, on va essayer de voir avec toi, Jonathan, comment De Mathieu Bar travaille sur ces sujets de construction hors site, comment vous évoluez aussi, super important, cette manière de repenser le modèle constructif. Et je sais que tu as plein d'exemples à nous donner sur comment vous faites concrètement. Très bien, eh bien, merci. Ça fonctionne? Vous m'entendez? Ouais. Ouais, super, merci. Donc effectivement,
Pour parler de cette efficacité environnementale, je vais peut-être remettre 2-3 éléments de contexte, parce qu'en fonction des compétences des uns des autres, c'est bien qu'on parte tous du même point de départ. Donc on a aujourd'hui la chance d'avoir en France ce qu'on appelle la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui est, au-delà de tout ce qu'on peut entendre, la première réglementation qui fixe un objectif pour l'impact carbone lié à la construction. Alors certaines fois on le voit un peu de manière négative, mais en réalité c'est quand même une vraie avancée aujourd'hui en Europe, parce que c'est le premier pays d'Europe dans lequel on impose un impact environnemental, une limite maximum d'émissions de CO2 liées à la construction des bâtiments. Donc c'est une première, mais en fait moi je trouve ça une très bonne nouvelle. Et c'est ce qui nous fait aujourd'hui travailler, on va dire, toutes les pratiques et les modes constructifs qu'on met en œuvre. Donc cette RE 2020, l'autre point qui est très intéressant, c'est que il y a plusieurs paliers. Souvent la réglementation, on attend 5 ans ou 10 ans, et il y en a une nouvelle qui sort. Là on nous a dit directement, quand elle est sortie et applicable au 1er janvier 2022, on nous a dit voilà ce qu'on vous demande à atteindre comme objectif en 2022, mais attention, en 2025, on serre la vis. En 2028, on resserre la vis. Et en 2031, on resserre encore la vis. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas la surprise d'attendre, de voir comment va évoluer la réglementation ou pas. On sait quels sont les prochains paliers de cette réglementation. Et c'est là où ça se rapproche des discussions qu'on a ensemble aujourd'hui de la thématique de la construction hors site. Parce qu'on va considérer que quand elle est sortie en 2022, on avait peu ou prou à faire évoluer nos pratiques en tout cas. Le premier seuil, on est presque fin d'année, 1er janvier 2025, premier serrage de vis, seuil 2025, donc ça devient un peu plus contraignant. Par la pratique, du fait de la volonté des uns des autres, du fait de la volonté des promoteurs, des aménageurs, des institutionnels, des entreprises, naturellement, notre performance, elle nous a emmené à aller chercher tout de suite, sur beaucoup de projets, un seuil 2025. Et en fait, on s'est aperçu que ce seuil 2025, il était assez facile à atteindre. Quoi, facile, tout est relatif. Mais il était facile à atteindre avec des solutions techniques qu'on utilisait depuis toujours. Et donc, on a utilisé des solutions conventionnelles, décarbonées, mais des solutions qu'on peut considérer encore conventionnelles. Et là, donc, 1er janvier, on resserre la vis. Et donc, tous les donneurs d'ordre, tous les aménageurs et tous les institutionnels qui ont pour ambition de montrer l'exemple, d'aller chercher des labels et dans divers autres cas de figure possibles, ils vont demander plus d'atteindre 2025 puisque ce sera la norme, mais d'atteindre 2028. Sauf que là, 2028, une fois qu'on a serré la vis une fois, qu'on a réussi à faire comme on faisait d'habitude et que tout se passait bien, quand on serre la vis une deuxième fois, ça ne se passe plus comme d'habitude. C'est-à-dire que là, on arrive à un moment donné où il y a un vrai changement plus juste dans la méthode, mais aussi dans les moyens à mettre en œuvre, et donc dans les matériaux, et donc dans les pratiques que chacun va devoir mettre en œuvre pour réaliser ses projets. Et c'est là que la construction hors site devient une solution intéressante. Alors même si souvent on dit, et c'est pas faux, quand on dit le hors site, c'est pas que le bois. Alors c'est vrai que le hors site n'est pas que le bois, et on insiste sur le fait que le hors site n'est pas que le bois. Cependant, quand on cherche à décarboner une construction, si on fait du hors site où il n'y a que du béton, on s'aperçoit qu'on décarbone un petit peu parce qu'on va optimiser la chaîne d'approvisionnement, on va optimiser les pertes, on va optimiser un certain nombre de choses, mais on ne va pas changer de manière démesurée l'impact environnemental. Aujourd'hui, dans le hors-site, ce qui nous permet de réduire de manière significative l'impact environnemental, c'est le fait que dans les matières biosourcées, on stocke du carbone. Et si on stocke du carbone dans ces matières biosourcées, forcément, on réduit l'impact environnemental de notre construction. Donc voilà, on doit, pour ce seuil 2028, et on n'oublie pas qu'il y en a encore un qui arrive en 2031, on doit faire évoluer nos pratiques. Et donc aujourd'hui, toutes les solutions, on va dire, sur lesquelles on travaille et qu'on commence à intégrer dans nos projets de construction hors site nous permettent aussi, nous en tant qu'entreprise, alors moi j'ai la double casquette, on est et promoteur et entreprise, mais on a l'avantage d'avoir cette période transitoire dans laquelle on a une capacité à faire évoluer nos pratiques. Et quand on est promoteur, évoluer les pratiques, ça peut se faire assez rapidement, parce que c'est pas nous qui réalisons. Quand on est entreprise, ça nécessite un peu plus de temps, parce que
on a des équipes, on a des entreprises, on a des équipements, on a de l'encadrement, on a des ouvriers, et donc on a besoin d'avoir un certain temps pour les aider à monter en compétences. Et donc on est dans cette phase-là, aujourd'hui, d'appropriation d'un certain nombre de nouvelles solutions, et au quotidien, on expérimente des nouveaux modes constructifs, à titre expérimental certaines fois, et à titre plus, on va dire, plus étendu sur d'autres solutions. Et vous avez des projets Et concrets on à a des montrer. projets, cherchez mes zapettes, Voilà. voilà, merci. Et on a quelques projets, alors je voulais vous montrer quelques exemples, parce qu'effectivement c'est du quotidien. J'étais par hasard visiter un chantier la semaine dernière d'une école, je ne sais plus trop où elle était, dans Paris, quoi, c'est-à-dire en périphérie parisienne. Et j'ai découvert que nos équipes qui d'habitude coulent du béton étaient en train de poser des planchers bois-béton. Et quand je dis bois-béton, c'était des planchers bois en fait, avec une dalle préfabriquée en béton, de Cruard pour pas les citer. Donc voilà, on est sur un produit mixte bois-béton. Mais c'est pas de celle-là dont je vais vous parler, parce que c'était de la semaine dernière. Oui, non. Encore une fois. Non, mais je vais peut-être pas vous montrer de projet alors. Ah si, c'est le premier. Voilà. Une première solution. Donc le début du hors-site pour nous, on a commencé par une solution qu'on trouve très intéressante, qui est du hors-site. Alors je sais jamais si c'est 1D ou 2D ou 3D. Il faudra qu'on rediscute des D, mais globalement là on est sur vraiment des éléments en béton de bois. Donc c'est des éléments préfabriqués qui arrivent sur le chantier. Donc c'est les éléments de façade que vous pouvez voir sur la photo de droite. Et donc vous voyez le bâtiment terminé bien sûr à gauche. Et donc sur cette opération donc, réalisée par nos équipes de Mathieu Barre Bâtiment Sud-Est, c'est une innovation donc, qui a été développée par CCB Green Tech, qui a développé le concept et le produit, et qui a été réalisé en préfabrication, en tout cas par Préfadulément. Donc on reçoit des éléments, on les lève à la grue, on les pose sur la façade et on empile élément de façade par élément de façade. C'est du dire de nos équipes plus rapide à réaliser que des prémurs. C'est de l'ordre du temps de pose d'un mur ossature bois. Et c'est un bilan carbone assez exceptionnel, parce qu'à chaque fois qu'on pose 1 mètre carré de mur, là où un mur en béton c'est 50 kg de CO2, ici c'est moins 20 kg de CO2. Donc on a stocké du carbone dans ce mur, puisque au-delà dans le béton de bois, il y a béton mais il y a aussi bois. Et en fait dans 1 mètre cube de béton de bois, il y a 400 kg de bois si je dis pas de bêtises. Donc en fait on a beaucoup de bois dans cette matière, et donc on stocke durablement du carbone. Voilà, ça c'est un premier exemple. Et une première marche, on va dire, d'évolution de compétences des équipes de construction chez De Mathieu Barre. Un deuxième exemple, alors pour le coup c'est inversé, je suis désolé, mais je peux revenir en arrière après, oui. Un deuxième exemple, je vais prendre celui-là. Alors vous avez les photos là, qui sont bonnes mais pas le texte, c'est pas grave, on va réinverser. Donc ici vous retrouvez une résidence qui s'appelle donc EE2 à Paris-Saclay, dans lequel on est sur une construction qui est en mixte bois-béton. Donc là on a une structure verticale en bois, on a des planchers bois-béton connectés, donc une structure en bois avec des petits connecteurs acier et une dalle béton qu'on vient couler dessus, qui est faite sur le chantier. C'est une assez grosse résidence puisqu'elle fait 312 chambres si je ne dis pas de bêtises. Vous aurez le texte à la slide d'après. Et donc ça c'est une opération qu'on est en train de livrer. Et donc ça c'est une opération qui est réalisée par l'immobilier chez nous, et sur lequel on a eu on va dire quelques apprentissages à avoir, notamment en développement de projet, puisque quand on conçoit un projet avec un autre pote constructif, là où on se dit on va couler du béton, on trouvera une entreprise pour le faire, quand on conçoit en bois, on est obligé de concevoir avec un minimum de contraintes liées au procédé qu'on choisit. Si je choisis de faire un plancher tout bois, ou si je choisis de faire un plancher mixte, ça peut changer la donne, et ça change, on va dire, le pas du bâtiment, et un certain nombre de choses qui font que pour que l'équation technico-économique soit bonne, on est obligé d'intégrer dès la conception les éléments clés qui font qu'on a choisi cette solution. Et je vais vite parce que je crois que je traîne.
Et l'autre projet, donc, dont vous avez la légende après, c'est le projet qui s'appelle Hacker House, également à Paris-Saclay, qui est également une résidence étudiante, mais celle-ci est 100% bois, donc on a une structure en bois, des planchers en CLT, des façades ossature bois qui sont arrivées déjà bardées. Et là, donc, on est on va dire dans l'extrême de ce qu'on peut faire en bois, mais aussi pour de bonnes raisons. On ne fait pas du bois pour faire du bois pour se faire plaisir. Alors, on fait du bois pour expérimenter déjà et pour voir jusqu'où on sait aller techniquement, financièrement dans un projet, mais aussi pour répondre à un besoin qui est celui du délai. Quand on a une résidence étudiante, ben, si vous la livrez au mois de novembre, ben, c'est dommage que la rentrée elle est passée. Donc même si un projet coûte un peu plus cher quand on le construit en bois, dans certains cas, c'est pas forcément à chaque fois, mais là pour le coup ça a été le cas, mais si on gagne 6 mois de chantier, mais potentiellement 8 à 9 mois où le bâtiment aurait été vide si on l'avait livré au mois de novembre, bah là en le livrant à une période qui a permis de le livrer à la rentrée et de le livrer pour l'occuper par les étudiants directement, ben, on a quelque chose de finalement de plus rentable, parce qu'un exploitant de résidence étudiante, ben, il aime bien pouvoir louer à la rentrée, et donc ben, finalement il gagne une année de location, et ça a un prix dans la valorisation de son bien. Voilà, j'ai terminé pour l'instant. Merci Jonathan. Donc vous voyez, on a quand même des projets qui sont assez différents et qui permettent justement ce gain en termes d'empreinte, en tout cas cette diminution en termes d'empreinte carbone. On a aussi un autre sujet qui est très très important cette fois, et on va parler aussi d'exigences architecturales, cette capacité à faire fonctionner ensemble à la fois des soucis d'esthétique, de fonctionnalité, de choix des matériaux. Monsieur Gantois, on va aller vers vous maintenant. Selon vous, comment on peut faire fonctionner ces différents enjeux d'esthétique, de qualité des matériaux, de fonctionnalité, et notamment grâce à l'architecte? Attendez, parce que je ne sais pas si j'ai un retour, je préfère parler sans mon retour casque. Juste peut-être rappeler que ce n'est pas une question qui est nouvelle dans l'histoire de l'architecture, cette question du hors-site et du développement technique du bâtiment, et notamment la question de la préfabrication. Aujourd'hui, on arrive au hors-site très certainement parce que la question est mûre. Elle est mûre en ce sens qu'elle permet de réintégrer des problématiques architecturales qu'à un moment donné, le fait technique avait oublié entre grosso modo les années 50 et les années 70, pour faire assez court, où on s'est posé les questions aussi de construire vite, moins cher, peut-être aussi mieux, mais ça c'était une question qui finalement à laquelle on a vite répondu dans les années 70 en disant que c'était pas forcément mieux. Et aujourd'hui cette question est réouverte. Elle est réouverte parce que on a le bâtiment qui s'est beaucoup plus technicisé. On a la question de la conception qui est informatisée. On a les modèles BIM des bâtiments. On a la possibilité de découper. On a la possibilité de mieux gérer les pertes. Et on a possibilité de construire de manière beaucoup plus industrialisée et de manière beaucoup plus intéressante. Alors, de fait, ça laisse plus la question au fait architectural. Très simplement, pour faire court, la question des années 60-70, ça a été de partir d'une question technique, de créer un produit technique et de se dire qu'à partir de ce produit technique, grosso modo de la préfa, un logement, un escalier préfa, tout ça on allait empiler comme ça comme des Legos, et tout ça allait faire de la ville. Après 30 ans après, on s'est aperçu que c'était pas forcément à la bonne piste, hein, et on a refait un travail de contextualité. Je prends un exemple, c'est que toute cette filière de préfabrication n'arrivait pas à suivre les trames urbaines, donc on s'est dit on va raser la ville, ça sera plus simple. Donc aujourd'hui le hors-site, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est capable de répondre à cette question du fait urbain, du fait du parcellaire qui est complexe, du fait de voisins qui ont des épanelages qui sont différents du mien, etc. Donc en fait, le hors-site a la possibilité, s'il le décide, évidemment, de devenir une forme de haute couture pour l'architecture et de haute couture pour la ville. Alors ça veut dire quoi finalement? En fait, c'est deux mondes aussi qui... Souvent, le monde de l'industrie, et on le voit bien, c'est le monde de la marche en avant. C'est j'ai développé un produit, j'ai développé un avis technique, j'ai un brevet, etc. J'ai des lignes de production. Tout ça, il faut que ça soit écoulé dans un instant T, que ça aille vite. Et puis, par ailleurs, on a la question du projet spécifique. Et ça se rencontre avec une profession particulière qui est peut-être la mienne, mais celle aussi des ingénieurs, où on se pose un peu les questions en complément et en médiation entre
le monde qui nous entoure et le monde de l'industrie même. Et notamment, dans un processus d'approche du projet, l'architecte, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va réfléchir à toutes les échelles. C'est son premier truc. Il va réfléchir à mon objet architectural, ou le projet du client, ça dépend comment on se pose, ou le projet de l'industriel. Finalement, il est quelque part et pas nulle part. Donc, la modernité industrielle, ça a été tous pareils partout. Et là, la question du hors-site, c'est un peu comment être tous indépendants, mais quelque part. Donc ça veut dire qu'il y a un site, il y a des enjeux, il y a des voisins, il y a un climat, il y a tout ça. Et tout ça, on va le prendre en compte. Et initialement, donc dans le projet, quand l'architecte reçoit un brief, déjà, il relit bien le brief. Souvent, il le re-questionne. Mais il se pose cette question de toutes les échelles. Il se pose les questions du contexte. Et c'est ce travail-là qui n'est pas un travail de marche en avant. Et ça, je le souligne bien parce qu'en fait, on fonctionne fondamentalement différemment à ce moment-là entre industriel et architecte. L'architecte, il va re-questionner l'ensemble de la question. Pourquoi ? Pour produire le meilleur projet possible en situation. Et donc son rôle vis-à-vis d'un maître d'ouvrage, c'est d'éclairer son maître d'ouvrage. Ça veut dire de lui proposer la meilleure solution possible, donc d'avoir un éventail, je dis bien, de solutions techniques et de ne pas être piégé par un seul brevet. Et pour ce faire, il va travailler en amont avec les ingénieurs. Donc ça suppose aussi une culture partagée. Alors je voudrais crever un peu l'abcès de dire l'architecte est simplement là pour l'esthétique. Non, les cours d'architecture à l'école d'architecture, je vous rassure, il y a des cours de structure, d'industrialisation, etc. Voilà, les ingénieurs en ont plus, ils font du calcul, ils font des équations différentielles, etc., des intégrales, eux, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, on voit ça quand même. Ça veut dire que l'architecte va penser la structure, mais il va la penser en adéquation avec son ingénieur, qui lui va la calculer, il va la précalculer pour savoir où on va. Voilà. Et donc ça, c'est une approche qui est vraiment fondamentale. Et à partir du moment où on a bien compris ça et qu'on laisse l'architecte, l'ingénieur travailler en amont, évidemment, ça suppose des allers-retours entre les industriels, ça suppose une acculturation, ça suppose aussi la formation des architectes qui ont 50 ans, comme moi, de dire, bon, le hors-site, le fait technique, c'est quoi ? Formation permanente pour comprendre ce fait technique-là. Ça, c'est clé. Évidemment, si l'architecte ne connaît pas le fait technique, c'est pas la peine qu'il s'engage dans leur site, mais s'il comprend précisément le fait technique, il va pouvoir effectivement développer un projet hors site qui sera évidemment au-delà de la préfabrication et qui saura répondre aux attentes contextuelles, paysagères et sociétales. Et on en a parlé aussi aux attentes du territoire. L'architecte travaille aussi sur les nouveaux matériaux, sur leur relation avec le territoire. Comment vous voyez les choses aussi à ce niveau-là ? C'est une question clé. Monsieur en parlait juste avant, c'est la question des filières. La question des filières, aujourd'hui, elle est clé. Moi, je me rappelle, j'étais à l'époque vice-président du Conseil régional d'ordre d'Île-de-France. Ma présidente, c'était Christine Lecomte, qui après est devenue présidente nationale. On a été approché par le président de la Chambre de l'agriculture d'Île-de-France, qui nous dit, en fait, moi j'ai de la paille, je ne sais pas quoi en faire. Enfin, en tout cas, mes cultivateurs ont de la paille, on ne sait pas quoi en faire. On a dit, en fait, il faut monter une filière. C'est la clé, en fait. C'est-à-dire que tout cet assemblage de matériaux, on en a parlé, la question du bois, du chanvre, paille, on peut aussi parler de géomatériaux, évidemment, c'est un assemblage de matériaux, et ça, c'est la question clé. Mais cette filière-là, ça veut dire quoi, une filière ? Ça veut dire des emplois, ça veut dire aussi des emplois locaux, ça veut dire, et ça, moi, je fais appel à la question du choix des matériaux, parce que quand on choisit un matériau, ingénieur, architecte, mais aussi maître d'ouvrage, qui sont quand même décisionnaires sur le choix des matériaux, ça veut dire qu'il faut penser paysage. Quand vous dites demain on va extraire du cuivre, on va extraire de la pierre, on va couper du bois, en fait derrière c'est des champs, c'est des mines, c'est des forêts, c'est tout ça en fait. Et donc quand vous travaillez par exemple sur une filière bois qui est mono-essence, derrière vous avez des forêts mono-essence. Si vous travaillez sur des filières bois qui sont composites, et là vous avez plutôt l'intérêt de la diversité des filières, de la diversité de la caractérisation des essences de bois. Je prends par exemple la filière peuplier qui a été remise sur le devant de la scène grâce à des architectes notamment il y a quelques années dans les Hauts-de-France. Ça veut dire que derrière ça, en fait, on construit un paysage. Et ça, c'est extrêmement important. Donc quand on fait du bâtiment décarboné, la première chose aussi à penser, c'est d'où viennent les matériaux ? Que sont-ils ? Est-ce que demain, on fait venir nos matériaux ? Ok, c'est décarboné, donc on est très bien dans la performance. Mais si on les fait venir de 20 000 km, qu'ils arrivent en container, qu'ils sont en 3D, je pense on va remplir les stratégies nationales bas carbone. Enfin, on sera bien, on sera nickel. Mais on aura tout raté d'un point de vue à la fois industriel, sociétal et paysager. Donc ça, on a un travail commun à faire, toutes filières confondues,
filière agriculture, filière de la pensée grise, j'allais dire architecte, ingénieur, etc., filière de la construction, ensemble. Donc systématiquement être garant de l'ancrage du projet dans le... Je disais systématiquement être garant de l'ancrage du projet dans le territoire, et l'architecte en fait partie aussi. Bah oui, bien sûr. Enfin, je sais pas, moi, demain, moi je suis pas promoteur, mais demain je suis promoteur, je vais voir un maire. Je lui dis, monsieur, voilà, on va construire 50 logements chez vous. Enfin, on souhaiterait construire 50 logements chez vous, monsieur le maire, madame la maire. En fait, le maire, il va se dire, mais oui, mais moi, en fait, si vous faites venir des matériaux de super loin, en fait, et que c'est simplement des poseurs qui vont venir en minibus, qui vont louer mon Airbnb à côté, et qui, au bout de 4 mois, vont partir du chantier. Je ne vous dis pas la GPA après aussi à gérer, mais derrière ça, ça veut dire que en fait, on se sert d'un territoire, on vient y poser son projet, et après on s'en va. Donc la plus-value, elle est quasiment inexistante par rapport à la question d'un développement local. Donc là, il y a vraiment un ancrage du projet. Donc on a parlé du contexte formel, la question de l'architecture ou du paysage, mais le contexte social, c'est effectivement définitivement clé. Et quand je dis local, parce qu'on en parle à l'association hors site, on ne se dit pas c'est de localisme, c'est-à-dire à moins de 15 km, ou c'est franco-français, parce qu'à la frontière belge, on va se poser des questions, à la frontière allemande, on va se poser des questions, etc. On se dit, mais il y a des territoires qui peuvent céder. Donc c'est la question de l'entraide des territoires. Et ça, c'est une question qui est fondamentale. C'est pas simplement moi chez moi. Merci beaucoup. J'essaye d'avancer un petit peu parce que je vois c'est un sujet qui est tellement passionnant qu'on peut, on peut perdre un petit peu de temps sur le temps de la conférence. Michel, on va aller vers... je vous donne le... Hop là. Donc, Bonjour. le point de vue aussi de l'industriel qui travaille beaucoup sur le développement des typologies de produits aussi que l'on est capable de faire hors site aujourd'hui. Et on a beaucoup de chance que vous avez apporté beaucoup d'exemples très concrets sur les produits au Sabois. Vous allez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui. Alors, au Sabois et autres, parce qu'on va commencer par un premier projet développé par le groupe GA, associé au Crédit Agricole, qui est un projet tertiaire. C'est le Green Campus de Stellantis à Poissy. Je vais vous parler de projets variés, avec différents matériaux et différents modes constructifs, au sens où le hors-site à grande échelle, c'est pour dire c'est pas une seule technologie, vous l'avez dit, c'est pas un seul matériau, et c'est vraiment cette combinaison des solutions et les combinaisons des contraintes et des contextes. Là, on est sur une opération de 40 000 m², avec une contrainte de délai très forte. Le chantier va durer moins de 18 mois. Il y a 20 000 m² de façade, il y a des modules sanitaires, il y a une partie qui est en béton, je vais revenir dessus, et une partie qui est en bois. Et il faut combiner tout ça avec de multiples usines. Alors elles sont pas trop loin, celle de béton est en Normandie pour alimenter Paris. Celles qui font du bois, elles sont un peu plus, par exemple dans les Vosges, où on a du savoir-faire et des ressources qui permettent de le faire. La contrainte là était d'avoir une organisation globale qui mette la bonne solution. Et on va le voir ici, la solution est, et ça a été dit tout à l'heure, d'être un peu minimaliste, c'est-à-dire que pour décarboner, il faut probablement quelquefois garder du béton, mais il ne faut pas en mettre trop. Donc on est en solution poteau-poutre, mais poteau-poutre préfabriqué. Donc là on est dans le 1D. On est dans des solutions de planchers préfabriqués qui eux-mêmes incorporent des solutions de chauffage et de refroidissement. On est dans des façades ossature bois qui elles-mêmes incorporent un précablage et une localisation pour y mettre des systèmes de traitement d'air préfabriqués également par le groupe GA et qui vont apporter le froid, le chaud et la ventilation. Et puis vous le voyez à gauche de l'écran, un empilement de modules sanitaires au dernier standard de qualité, fabriqués en usine, livrés fermés à clé, carrelés, faïencés, avec des miroirs ou du marbre s'il faut, qui font que toutes les complexités qu'on retrouve dans les sanitaires, les levées de réserve, les interfaces entre les différents corps d'État ont été réglées en usine. Donc ce chantier, on le considère un peu comme exemplaire parce que c'est du gros volume, mais c'est évidemment de multiples matériaux et multiples technologies qui se combinent pour garantir un délai et une qualité tant à l'usage qu'environnementale. Un deuxième projet qui pourrait être assez classique, c'est un internat. Alors je vous le dis tout de suite, il est fait principalement en modulaire, donc ce sont des modules, mais à contrario de la plupart des résidences étudiantes où on a un module, une chambre, là l'architecte, qui est l'agence François Leclerc et l'agence Carcelen, ont voulu créer, parce qu'on est dans un internat, ont voulu créer des petits appartements. C'est-à-dire que déjà, on a dépassé le stade de
la chambre, le module, la boîte où l'interne, ici, serait peut-être un peu seul. Et on crée un petit espace de vie où se partage, pour le moins, sanitaire, WC, entrée, et puis chacun a sa chambre. Alors ça donne quoi? Ça donne les volumes qu'on voit là. On voit deux modules, mais ils ont. Alors il y a un petit côté économique, hein, mettre en commun des sanitaires, c'est pas neutre économiquement, et y compris en termes de câblage de l'ensemble. Et puis ça donne un ensemble esthétique plus aéré, plus ouvert, et on voit bien que, pour casser un peu une idée reçue, la construction modulaire, c'est pas des boîtes fermées. C'est pas uniquement ça, et c'est peut-être aussi un challenge parce que ça peut créer quelques contraintes et complexités, mais relier des modules entre eux, c'est aussi accompagner ce qu'attendent les architectes, ce qu'attendent les clients, ce qu'attendent les promoteurs, d'espaces à vivre, ouverts, familiaux ou de travail. L'exemple suivant, dans l'évolution, là on est en province, il s'agit d'opérations de villages de colocation senior. Donc chaque village est composé de plusieurs maisons. On est dans de l'habitat inclusif. Au rez-de-chaussée, on a 3 chambres qui accueillent des personnes âgées, seniors, qui ont leur propre chambre sanitaire en propre, et une pièce commune. Et à l'étage, on a l'accueillant qui vit au-dessus, mais avec, vous allez voir, des volumes ouverts. Et bien là, la solution réside dans une solution totalement mixte, évidemment, avec du 3D pour tout ce qui est chambre et sanitaire, et du 2D ou du poteau-poutre pour le reste. Je vous montre les plans. Vous voyez en vert les différents modules. Je précise que ce sont des modules bois, mais avec également des planchers béton pour la partie sanitaire. On est en sanitaire PMR carrelé, et où les avis techniques aujourd'hui nous permettent uniquement de mettre du béton. Donc on n'a pas de problème de mettre du béton là où il en faut, de garder des verticaux ou des structures en bois qui apportent de la légèreté et de l'isolant, et puis complété par des murs, des planchers. Et le rendu final de l'intérieur que je vous montre ici, vous voyez, c'est un espace assez complexe. Personne n'imagine que c'est hors site, modulaire pour une bonne part, et pour le reste livré avec des choses les plus abouties possibles, où on a tout préparé pour le câblage, les réseaux. Et un chantier de ce genre dure 2 mois et demi de chantier pour monter un village. Et avec le groupe Monseigneur qui développe cette solution, ce sont des dizaines de villages en cours de réalisation, pour le moment en Rhône-Alpes élargi, et bientôt sur toute la France. Et je termine par ce dont tout le monde espère voir les solutions aboutir. Donc là, c'est une réalisation développée également par GA, la branche immobilier résidentiel. C'est un projet à Saint-Cyr-l'École, où l'aménageur GPA et GA ont décidé de mettre en avant les solutions hors site. Et là, la combinaison a également une autre contrainte, c'est alors évidemment l'architecture, hein, qui est de très bonne qualité et qui doit s'intégrer dans un contexte urbain, moderne, mais aussi sur des contraintes économiques où, alors pour être honnête, la solution 3D aujourd'hui, même ouvert, paramétrable et avec tout l'aide du numérique, ne passe pas encore, mais où, malgré tout, évidemment, les structures porteuses, les planchers, les façades, partie des salles de bain vont être préfabriquées en 2D et 3D, une partie en béton pour en tout cas les premiers étages, et puis pour le reste en bois. Mais vous le voyez, c'est des espaces où, quand on regarde, la contrainte hors site n'a pas dénaturé, les attentes architecturales, et puis le positionnement économique qui nécessitait d'être totalement pragmatique sur les solutions à adapter. Mais c'est qu'une étape vers la suite. Voilà. Merci beaucoup Michel Veillon. Vous voyez vraiment toutes les typologies de projets qu'on peut avoir avec la construction hors site, également du logement, c'est aussi très très important. Je reviendrai vers vous Michel Veillon après l'intervention de Raphaël Catonnet. On va prendre un petit peu de hauteur et voir à l'échelle du quartier comment on construit hors site. On a regardé à l'échelle des projets, des bâtiments. Maintenant on va prendre un petit peu plus de hauteur en parlant. Qu'est-ce qui se passe sur un quartier quand on le pense hors site? Dites-nous tout. Alors merci de m'avoir invité pour parler d'un quartier. Je voudrais d'abord dire qu'on a l'expérience du hors site, on l'a vécu sur 2 projets. Alors avec GA, hein, bien sûr. À droite, c'est le siège de GA, Niwa, qui s'est positionné dans une de nos opérations. Et à gauche, un immeuble réalisé pour SNCF Immobilier et Keys,
qui vient d'être livré. Les deux viennent d'être livrés, donc on a pu mesurer l'efficacité de ces chantiers, la bonne tenue des chantiers et puis la rapidité d'exécution et aussi la qualité. Je le dis sans flagornerie, mais ça montre le potentiel vraiment du hors-site. Et c'est intéressant pour nous en qualité d'aménageurs pour pouvoir précisément réduire les nuisances dans des chantiers qui, par définition, sont progressivement habités. Et on a toujours des chantiers à côté de personnes qui viennent de s'installer. Alors quand on invite un aménageur pour parler d'un quartier, il ne peut pas s'empêcher de remettre en situation et dans la perspective historique. On parle de ça, on parle donc d'une fabrique de munitions ici dans Toulouse. Donc le périphérique maintenant passe au bas, là, au pied de l'espace vert. Et donc l'enjeu, c'est que cette emprise de 33 hectares soit transformée. Donc on a démarré tout ça en 2014. Et aujourd'hui, donc c'est le plan MAS qui a été mis au point en liaison avec l'atelier Marguerite, d'Alain Marguerite. Donc aujourd'hui, en jaune, c'est du logement, en bleu, c'est de l'activité, en rouge, c'est des équipements. On est avancé aux 2/3 aujourd'hui. J'ai une petite photo pour vous montrer. Donc ça, c'est pas une image de synthèse, c'est la réalité. Donc le cœur du quartier, là, devant nous, avec au premier plan à droite un immeuble qui a fait date, puisqu'il a été développé aussi dans le cadre du concours à Divebois. Ça a été un des premiers immeubles. On est en 75% de structure bois dans cet immeuble. Donc on a cherché toujours à faire avancer un petit peu ces questions. C'est notre mission, ça a été rappelé tout à l'heure. En tant qu'aménageur public, on doit pousser les curseurs. Donc tout est certifié chez nous, effectivement. Et j'aime pas dire qu'on prescrit, j'aime plutôt dire qu'on essaie d'aligner l'ensemble de nos partenaires sur un certain nombre d'ambitions qui sont portées par la collectivité. Donc nous, on essaie toujours d'avoir un cran d'avance sur la réglementation et progressivement aussi on agrège des thématiques comme la biodiversité, par exemple, dans l'ensemble des projets. Donc ici, on aide les opérateurs avec un certain nombre de solutions comme les réseaux de chaud, les réseaux de froid, sur la mutualisation des parkings, qui a un impact direct sur le bas carbone, puisque on sort les parkings finalement on ne réalise qu'un étage de parking en sous-sol et encore partiellement, donc on réduit bien l'empreinte carbone et on fait les parkings en silo en périphérie de l'opération. Bon là je voulais souligner aussi qu'on avait créé toutes les aménités au cœur du quartier et en réussissant à développer un projet de 30 millions d'investissements privés sur cet ensemble des halles de la cartoucherie, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet, c'est la troisième tranche. Donc quand il s'est agi de réfléchir au mode de réalisation de la troisième tranche, au début, il n'était pas prévu de faire ce parc vert que vous voyez, là, ce parallélépipède. En fait, simplement, la trame verte se poursuivait et on a proposé au président de la métropole et aux élus de quartier finalement, il y avait un peu d'arbres à l'endroit là en question. On s'est dit, mais on pourrait les garder. Autour, on pourrait faire un espace vert. Et du coup, évidemment, tout ça, il s'agissait de pouvoir le faire en maintenant les grands équilibres de l'opération, donc en redistribuant finalement l'ensemble des masses bâties. Donc on a décidé de lancer une consultation d'opérateurs sur toute cette partie que vous voyez au sud. Alors une première partie était attribuée avec un équipement, c'est le rectangle qui est le long de la rue où on a un équipement et une résidence intergénérationnelle dessus, mais tout le reste, on l'a mis en débat, on l'a mis en discussion, et on a l'habitude, c'était plutôt de vendre des lots de 150 logements. Et là, on a lancé une consultation sur presque un peu plus de 500 logements, avec 150 logements sociaux, et on a demandé aux opérateurs de se regrouper. Puisqu'à Toulouse, les opérateurs étant habitués au processus, on a respecté un petit peu la granulométrie. On a dit, puisque c'est 4 fois plus gros, vous allez vous mettre à 4 par équipe et vous allez, cette fois-ci, non pas prendre un architecte, mais prendre un architecte urbaniste et nous proposer une redistribution des masses bâties. Donc ce dialogue compétitif a permis des échanges réguliers avec chacune des équipes, et une équipe a fait émerger, et une deuxième aussi, des questions de construction hors site. Donc progressivement est apparue cette modalité.
Nous, on a plutôt encouragé ça. Et puis, donc le choix final s'est porté sur une équipe qui effectivement portait le hors-site. Donc, je vais présenter un petit peu le projet lauréat et puis ensuite, je dirai les bénéfices que ça nous apporte. Donc, le projet lauréat, il est porté par ces 5 promoteurs que vous voyez en bas et l'agence Crédit Agricole Immobilier, Nexity GA, Premium qui est un régional et Marignan. Et puis c'est l'agence Lambert-Lénac qui donc a été choisie par le groupement qui a porté la conception d'ensemble et qui s'est beaucoup impliqué sur cette question de dimensionnement hors site accompagné de Michel Desvignes. Donc ça c'est une vue depuis le parc. Donc on avait quand même une densité importante à distribuer. Donc on a des immeubles qui sont de belle hauteur et qui libèrent des accès qui mettent en communication le parc sur chacun des îlots. L'enjeu de la construction, c'était de limiter l'empreinte sur le sol pour avoir 38% d'espace de pleine terre, avoir aussi prolongé le parc à l'intérieur de chacun des îlots et puis favoriser aussi l'émergence de plusieurs milieux, plusieurs strates arbustives et continuité des sols, continuité des strates, c'est très, très important. La conception des logements, donc ici vous voyez apparaître les trois clés qui sont proposées autour desquelles l'architecte aime bien présenter son projet. Évidemment, la question de l'adaptation au changement climatique, elle est essentielle à Toulouse. On a aujourd'hui une augmentation assez forte de la température, donc l'enjeu du confort d'été est essentiel. C'est aussi pour ça qu'on prescrit beaucoup de pleine terre, qu'on prescrit des logements à double orientation et traversant, et aussi une certaine protection des façades du soleil direct avec des loggias notamment sur l'ensemble des vues qui permettent de donner une transition entre les appartements et les vues extérieures. La qualité d'usage, c'est ces vues, hein, c'est aussi la modularité qui va pouvoir être donnée avec les constructions hors site. Donc sur ce plan, c'est les planches du concours. Une trame de 3,80 m a été proposée qui permet une éventuelle réversibilité, même si on sait qu'une fois que l'immeuble est vendu en copropriété, ça reste quand même complexe. Mais enfin, c'est bien de travailler cette hypothèse. La mise au point du projet nous amène aujourd'hui à réinterroger un petit peu cette trame de 3,80 m, puisque c'est pas évident de combiner les pièces humides à l'intérieur de cette trame. Donc on va certainement avoir un croisement de 2 trames. C'est un peu le sens que prennent les études aujourd'hui, en tout cas dans la mise au point du projet. Donc on retrouve les 3D, le 1D avec les éléments les poteaux notamment, hein, le 2D avec les murs, hein, ou les façades. Et puis le 3D avec les blocs sanitaires, c'est un peu le principe qu'on a retenu dans la mise en œuvre du projet, en demandant aux opérateurs de porter des blocs sanitaires et salles de bain en 3D. Donc aujourd'hui, on est en phase de mise au point du projet. L'objectif, c'est de déposer un permis pour la fin de l'année. On a un attelage de plusieurs opérateurs, donc on a segmenté les différents lots. Chacun va à son train sur son lot. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que même si l'équipe a proposé au début spontanément le hors-site, on voit bien que pour certains, c'est pas leur faire injure que de le dire, c'est un changement de culture. C'est-à-dire que dans l'appréciation de l'économie du projet, c'est un peu différent. Je me souviens de réactions sur le prix de salle de bain en disant waouh, la salle de bain est très chère, mais d'habitude on compte pas la salle de bain en une unité, donc il faut être capable de soustraire les coûts ailleurs, donc il faut regarder les choses un peu autrement. Il faut aussi dans l'attelage regarder, ça réinterroge la chaîne de partenariat, je vais reprendre votre mot, entre les différents acteurs, le maître d'ouvrage, le concepteur et l'entreprise. Quand on a une culture de corps d'État séparés, c'est compliqué
au début de se dire je vais tout de suite travailler avec un industriel, on va chercher ensemble les solutions. Et donc il faut accompagner les maîtres d'ouvrage pour qu'au fond ils ne se sentent pas enfermés dans le dispositif. D'ailleurs tout ça se fait sous l'œil aussi des entreprises locales qui disent waouh, mais si c'est hors site, moi je ne vais pas pouvoir répondre. Donc il y a un travail aussi d'acculturation pour que chacun trouve sa part dans le processus. Donc j'étais surpris de voir un petit peu ces problèmes arriver, mais ils sont là, il faut les traiter. Donc on avance dans cette résolution aujourd'hui. La clé, c'est de se donner une certitude sur le prix dans le processus, parce que pour beaucoup, c'est un changement de paradigme. Nous, on pousse beaucoup, puisque ça a énormément de bénéfices pour l'aménageur, mais l'aménageur n'est finalement qu'un intermédiaire avec les riverains, les différents habitants, les parties prenantes du quartier. Nous, c'est la réduction de l'empreinte carbone, on l'a vu, donc on peut déployer des solutions assez efficaces avec tous les matériaux qui sont utilisés. On réduit la production de déchets puisqu'on produit en usine. On fabrique les choses dans des conditions de qualité qui permettent de garantir une meilleure qualité de mise en œuvre. Et Dieu sait qu'on en a besoin aujourd'hui sur les chantiers. Je veux dire, on a quand même tous en défaut sur la qualité de ce qui est livré. Donc là, avec un processus un peu plus industrialisé, on peut systématiser la production, donc garantir une qualité. On réduit la consommation surtout les flux. Donc vous avez vu, cette troisième tranche, elle est au cœur d'un quartier aujourd'hui habité par plus de 5000 habitants. Donc avec le hors-site, on réduit les flux d'à peu près 50%, les flux camions, d'après les études qui ont été démontrées. C'est donc essentiel. On gagne en vitesse, on réduit le bruit, on réduit la consommation en eau. Donc j'y vois vraiment beaucoup de bénéfices. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ça sera un des plus gros chantiers hors site quand on sera définitivement engagé avec les permis de construire qui ont été délivrés. Donc on mène l'affaire un peu tambour battant, puisque l'enjeu de terminer le quartier presque en 2 à 3 années de chantier est important. On va livrer un équipement que je vous ai montré tout à l'heure juste à côté. Donc si on peut faire sortir tout ça en même temps, ce sera parfait. Et il n'y a que le hors-site qui peut nous permettre ça. Merci. Avec un projet qui est assez sectionnel, vous avez vu la hauteur des bâtiments, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est aussi assez intéressant à voir. Je voudrais revenir sur vous, Michel Veillon, pour parler aussi d'autre chose. On a parlé de la construction hors site, on n'a pas parlé de la rénovation. Vous avez un projet qui est très intéressant parce qu'on peut aussi rénover en hors site, on peut surtout et aussi rénover en hors site. Oui, c'est une demande qui a deux aspects. Le premier aspect, c'est de pouvoir rénover en site occupé. Et puis il y a un deuxième aspect que je ne vais pas développer, mais on a maintenant quelques exemples intéressants de rénovation, extension. Donc on parle de surélévation, on parle d'extension latérale. Mais je vais me concentrer sur la rénovation thermique en site occupé, avec un exemple ici, c'est au Mans, c'est un bailleur social, donc on est bien en monopropriétaire, et c'est important parce que les copropriétés sont un autre sujet. Mais là on est avec un bailleur social, plus de 200 logements, 240 je crois, on est en R+14, avec un délai contraint de devoir très rapidement déployer des façades. Alors ça tombait bien parce que le programme prévoyait, il y avait besoin de changer les menuiseries, il y avait besoin de relooker un peu la façade, de mettre un peu plus de couleur, et il y avait besoin surtout d'apporter une performance thermique. Là, le bailleur a voulu aller au plus haut, c'est ce qu'on appelle du passif, avec un programme qui s'appelle Energy Sprong, qui est un programme européen encouragé et soutenu par les pouvoirs publics. Et donc, en apportant des façades préfabriquées en usine qui portent elles-mêmes les menuiseries et qui, dans ce cas-là, portent également le nouveau revêtement de façade, il est bicolore, il est en acier avec des jointures qui sont faites de telle manière que tout se finit très facilement sur chantier. On arrive à être passif et au-delà même, on a intégré également, et c'est à risque très limité puisqu'on est sur du béton, de l'isolant en biosourcé, en laine de bois, qui a aussi l'autre intérêt qui est
compte tenu de sa densité, d'apporter du confort d'été, puisqu'il a de l'inertie et du retard de phase dans la transmission de chaleur vers l'intérieur du bâtiment. Et donc le chantier est aujourd'hui terminé, il va être livré d'ici un mois ou deux, parce qu'à côté, il y a eu un autre projet complet qui était de changer la chaufferie gaz par une chaufferie biomasse. Et puis j'oubliais, point important, c'est que une fois qu'on a amené ces façades avec les nouvelles menuiseries, le challenge est pour le partenaire qui est une entreprise locale, en une journée, de rentrer dans chaque appartement, de démonter l'ancienne menuiserie et de faire les raccords placo et d'embrasure pour que en une journée le locataire retrouve un accès, et donc ça lui agrandit un petit peu sa vue, ou en tout cas ses perspectives, mais surtout c'est de nature, enfin on est en passif, donc sur ce projet là c'est de l'ordre de diviser par 7 la consommation énergétique avec une contrainte passive. Mais le même programme pourrait fonctionner avec une mise en catégorie B par exemple, et qui reviendrait à diviser par 3 ou 4 la consommation énergétique. Voilà, donc ça c'est des solutions qui sont maintenant extrêmement répandues. On a un autre projet sur environ aussi 300 ou 400 logements sur Lyon, et puis d'autres qui s'accompagnent de je rénove et je finance la rénovation par la création de 2 étages supplémentaires, l'équilibre faisant un ensemble à somme nulle pour l'investisseur ou le maître d'ouvrage. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole. Je vais vous demander d'être très très synthétique sur la conclusion. On a une petite question à vous poser. On en a aussi parlé. Gain de temps pour leur site, mais attention, dans la conception du projet, pour aller un petit peu plus loin dans la construction en site, on a aussi échangé sur le sujet. Il faut prendre le temps de construire ce projet. Oui, alors tout le monde, tous ceux qui s'intéressent au hors-site ont bien compris qu'il y avait une réflexion amont à mener. Grâce au BIM, grâce au numérique, aujourd'hui on peut simuler assez loin la structure, l'enveloppe, les réseaux. Le gain de temps, alors plus on est en 3D, évidemment plus on réduit le temps, parce qu'on livre des chambres ou des salles de classe entièrement finies. Je dirais par exemple sur une résidence étudiante d'environ 150 chambres, on va passer de 16 mois à 8 mois. Pour donner un ordre de grandeur, donc on divise par 2 quand on est en 3D. Si on est en mixte ou en 2D, on va gagner surtout sur la structure et l'enveloppe. Et là, on va, sur un projet par exemple d'1 an et demi, on va gagner entre 3 et 4 mois, mais c'est déjà ça. Mais surtout, il faut regarder, il n'y a pas que le délai de livraison, il y a aussi le délai, je veux dire, la réduction des aléas, les aléas sur les délais eux-mêmes, qui sont beaucoup mieux précisés, comme il était dit aussi qu'il y avait quelquefois des sujets de coût, de prix. Le sujet du hors-site, c'est qu'on a des prix beaucoup mieux maîtrisés. Alors ils peuvent être éventuellement un peu plus chers au début, mais il y a beaucoup moins d'écart à la sortie, puisque un prix industriel est toujours moins soumis à des aléas. Et donc, outre le fait qu'il y a moins d'aléas sur le délai, il y a surtout une forte réduction du nombre de réserves. Et vous savez très bien que les réserves appellent souvent d'autres réserves, parce que l'intervention d'un corps d'État va endommager un autre corps d'État, etc. Et ça peut être sans fin. Donc le prix, le coût, comme le délai sont à raisonner globalement. Et pour revenir sur le délai amont, en termes d'études, on a quelques cas, quand le maître d'ouvrage est prêt à, par exemple, débloquer les études dès le dépôt de PC. Alors on y va doucement, on regarde les retours qu'on peut avoir du bureau de contrôle ou de la collectivité sur l'instruction du PC, et puis on commence les études de manière à gagner du temps, donc ça se fait en temps masqué, donc c'est pas forcément un délai supplémentaire. Je dirais que si ça c'est bien optimisé, le supplément d'études dans le cycle complet, conception, réalisation, ça peut être limité à 2 ou 3 mois de plus, et encore, voilà. Il y a une prise de risque pour faire des études et pas attendre que tous les feux soient ouverts pour se mettre à produire et à ajuster sur chantier, parce qu'on a besoin évidemment de plans, de calculs, de dimensionnement avec tous les intervenants de la filière hors site. C'est une position que partage Fabien Gantois sur justement ce délai de conception qui est très très important aussi pour les architectes. En une petite minute, on essaye de... Ça va être compliqué, mais oui, en effet. Ce que je veux dire, c'est qu'on construit pour 80 ans, pour 100 ans, pour 200 ans. Donc c'est extrêmement important qu'on prenne le temps nécessaire d'une conception collective et qu'on ne soit pas embarqué comme ça, tout feu, tout flamme. Et que chaque jour passé sur un projet, c'est une garantie à la fois sur la question du coût de sortie, sur la question de la technicité, sur la capacité à le mettre en œuvre correctement et in fine à avoir une qualité et de conception et une qualité technique, évidemment. Une minute, ça. C'est parfait, merci beaucoup. Et je terminerai avec Jonathan. Aussi chez De Mathieu, il y a
notions pour avancer un petit peu plus vite sur la formation, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus sur le futur de la construction hors site chez De Mathieu Bar? Oui, merci. Effectivement, on l'a vu, il y a une multitude de solutions qui existent aujourd'hui. Nous, on a pour habitude de dire la bonne solution pour le bon projet. On a une palette de solutions qui est large, que ce soit pour les planchers, pour les façades et même pour la structure des bâtiments. Donc aujourd'hui, on expérimente. On demande à nos équipes, grâce aux projets sur lesquels on travaille, sur lesquels il y a des ambitions plus fortes, de tester une multitude de solutions de manière à avoir un vrai retour d'expérience concret sur ces solutions et en même temps d'apprendre à les mettre en œuvre. Et on s'aperçoit que nos équipes aujourd'hui, elles apprécient apprendre de nouvelles technologies, de nouvelles solutions de mise en œuvre. Et il y a un vrai partenariat qui se crée avec les industriels, parce qu'à chaque solution industrielle, presque, son procédé de mise en œuvre. Donc quand vous disiez tout à l'heure, effectivement, ça se conçoit très tôt et avec l'industriel, en fait, c'est effectivement incontournable parce que chaque solution a ses spécificités. Et donc c'est pour ça que c'est important d'une part d'avoir cette agilité au moment de la conception, d'autre part de voir quelles sont les bonnes solutions pour les bons projets, et on voit qu'elles sont multiples et c'est important de découvrir ce qui existe aujourd'hui, et on en voit des nouvelles presque tous les jours. Après, à nous d'évaluer leur pertinence, c'est pas forcément le cas à chaque fois. Voilà, et donc parallèlement à cette phase d'apprentissage, qui est incontournable, et ce partenariat industriel, il y a aussi d'autres volets sur lesquels on se doit de travailler, et on se croise régulièrement dans d'autres contextes, mais ça peut être la réglementation par exemple, sur lequel on doit tous œuvrer pour aider la réglementation à évoluer. Mais pour que la réglementation évolue, il lui faut aussi des retours d'expérience concrets, des essais en laboratoire. Et donc finalement, c'est notre travail à tous au quotidien qui permet d'alimenter cette réglementation, et on aimerait tous que ça évolue plus vite. Bon, après, le premier rôle d'un bâtiment, c'est quand même d'abriter les gens en sécurité. Et donc le but, c'est pas non plus de faire n'importe quoi, mais quoi qu'il arrive, c'est aussi d'apprendre, on va dire, de ce qu'on réalise, et donc de faire évoluer ces modes constructifs. Et le dernier point sur lequel on a un petit peu de travail encore, c'est le volet assurantiel, sur lequel on a un travail à faire avec nos partenaires assurances, notamment nous en tant qu'entreprise. Alors des entreprises qui fabriquent et qui mettent en œuvre ont moins cette problématique. Aujourd'hui, quand on achète un produit industriel et qu'on va le poser sur un chantier, nous en tant qu'entreprise, c'est nous qui en avons la responsabilité. Que ce soit de la faute de celui qui a posé, qui a mal posé, ou que ce soit lié au produit qui était défectueux. Donc voilà, il y a des limites de responsabilité sur lesquelles il y a un petit travail à faire avec les assureurs, mais on voit que les choses avancent, et plus ça va, plus on va dire, on développe notre expérience, et plus on a envie d'en faire plus le coup d'après. Merci beaucoup, merci à vous pour cette conclusion de conférence. Je vais vous libérer de la scène et je vais faire appel à Amélia Tiscornia, directrice générale déléguée de Scoping. Vous pouvez les applaudir, merci beaucoup. Qui va aussi nous parler du pourquoi on fait tout ça. C'est aussi important. On a vu comment, on a vu avec quoi, mais il y a aussi le pourquoi. Merci en tout cas à chaque intervenant, et c'était vraiment très riche de voir les positions de chacun finalement, de la maîtrise d'ouvrage au concepteur, au réalisateur, et j'espère que vous ressortez plus riche des possibilités que l'on peut faire avec le hors-site aujourd'hui. Et du coup, je vais m'attacher à me mettre à la hauteur de la personne. Donc après le quartier, c'est un peu le grand écart, je dois dire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le hors-site? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Donc moi je vous parle, je suis la directrice générale déléguée de Scoping, donc je vous parle du point de vue d'une ingénierie coopérative. Et donc on participe à des opérations immobilières qui font la ville de tous les jours pour longtemps, et avec une vision centrée sur l'humain, l'utilisateur, l'usager, l'habitant, le travailleur. Donc nos bâtiments, ce ne sont juste que des contenants. L'important, c'est le contenu. Donc c'est bien la finalité du bâtiment et comment finalement ils vont s'en emparer. Donc pourquoi le hors-site, on peut le considérer à la fois désirable pour le chantier, pour les personnes sur le chantier, pour l'organisation du chantier, et à la fois pour les personnes qui vivent, qui utilisent les bâtiments tous les jours. De façon très pratico-pratique, on a beaucoup parlé par exemple des salles de bain 3D. Les salles de bain 3D, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que
Au final, la personne, elle va être dans sa salle de bain comme tous les jours, et la façon dont elle a été construite et la façon de la qualité, comment elle va être ressentie. Sur une salle de bain 3D, les matériaux peuvent être exactement les mêmes que sur une salle de bain traditionnelle. Et d'ailleurs, c'est un choix très important puisque ces salles de bain ont souffert d'un mal amour et de difficultés de pérennité, mais qui étaient surtout liées au choix des matériaux, puisqu'on a eu beaucoup de salles de bain composites qui ont fait l'affaire parfois, parfois non. Mais on peut tout à fait imaginer la salle de bain préfabriquée comme vraiment un chantier déporté en 3D avec des finitions de carrelage, de céramique, de miroir, tout à fait classique. Qu'est-ce que ça apporte ça ? Ça veut dire que la personne qui va rentrer dans son logement, qu'il soit acquéreur ou locataire, vous pouvez lui garantir une finition parfaite de sa faïence. Et vous aurez permis à celui, au carreleur ou au plombier, de travailler dans des conditions de travail bien différentes, à l'abri, avec des postures qui le protègent mieux, qui prennent mieux soin de son physique. Et tout ça, vous donnez toutes les chances pour avoir un bâtiment de qualité et ne pas revenir pour chercher la fuite au moment des réserves, au moment de la mise en service. Vous avez quand même une bonne partie du réseau qui est déjà contrôlée en qualité avant d'arriver sur le chantier. Ça n'enlève pas la place de l'entreprise, qui est très importante, puisque tous ces affaires de production déportée, si on peut dire, à un moment, il faut les mettre en place, et il faut bien les mettre en place. Et effectivement, chacun a un rôle, chacun a un endroit. Les objets préfabriqués ont aussi une autre vertu qui peut être la réversibilité. Et évidemment, ça n'arrivera pas tous les jours, comme vous l'avez souligné, notamment dans le logement et les salles de bain préfabriquées, mais pourtant, pour le village des athlètes, nous avions quand même ces bâtiments avec un double usage, donc village des athlètes pendant un temps, mais surtout après, effectivement, il y avait des résidences étudiantes, des hôtels, mais il y avait aussi des bâtiments de bureaux. Et donc pour ces bâtiments de bureaux, par exemple, il y a eu un choix conscient de mettre en place des salles de bain préfabriquées pour les chambres des athlètes. Et nous avons intégré dès la conception la capacité de ensuite défaire ces chambres, ces salles de bain préfabriquées, de pouvoir les réutiliser sur d'autres sites, dans d'autres opérations de construction. Et cette adaptabilité du hors-site est aussi un enjeu majeur à l'avenir sur la pérennité et la maintenabilité des bâtiments. Les façades, vous en avez parlé, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais c'est pareil, entre un ouvrier qui pose des menuiseries en rénovation en hauteur et un ouvrier qui prépare les menuiseries en atelier, on voit bien qu'en termes de sécurité et de santé, tout de suite c'est évident, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécuritaire. Et l'enjeu dont vous avez parlé, c'est aussi effectivement d'intervenir chez un locataire en une journée. Ça change la vie, ça change la façon de vivre le chantier par rapport à des interventions qui peuvent durer des semaines et des installations provisoires, surtout que lorsque l'on touche le clos couvert. Ensuite, je voudrais revenir sur les déchets. Le bâtiment est un gros producteur de déchets. Et le hors-site, comme on l'a dit, effectivement optimise la matière dès le départ. Et il y a aussi un autre effet secondaire, c'est que le tri des déchets, la valorisation, le recyclage, le réemploi des déchets produits en usine ou en atelier peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut retrouver sur des déchets de chantier, on va dire, classiques. Et ça, tout le monde peut s'en rendre compte, puisque chez soi, quand on est bien installé, qu'on a nos petites habitudes, on peut aller assez loin dans la façon de trier, la façon de réemployer les déchets que l'on produit. Alors que lorsque l'on est ailleurs, en vacances, en séminaire ou je ne sais où, eh bien, tout le monde s'en rend compte assez facilement, c'est que notre capacité de tri diminue fortement et donc produit malheureusement plus de déchets. Et sur la mécanique entre le chantier et l'atelier et l'usine est un petit peu la même. On peut aller beaucoup plus loin sur une production pérenne et un site pérenne installé dans le temps. Et le dernier enjeu, c'est la coopération. Donc c'est effectivement une occasion vraiment sympathique de revoir la façon dont on produit finalement les opérations immobilières. Et sur ces opérations immobilières, on dit souvent sur un bâtiment, c'est le bon produit, le bon matériau au bon endroit. Eh bien, on pourrait dire aussi, c'est le bon acteur au bon moment.
Et ce qui est important, c'est que les finalités finalement des acteurs sont les mêmes. Et donc ça, c'est rassurant parce que chacun, suivant sa position dans la chaîne de valeur de l'immobilier, sa finalité reste la même et il peut tout à fait s'emparer, là où il est, de cette question de hors-site. Et c'est simplement dans la façon de créer cette valeur, dans la façon de la produire, où il va y avoir des coopérations, des collaborations différentes. Et ça renforce un sentiment, je pense, d'objectif commun, c'est-à-dire que en travaillant de façon plus étroite, on développe quand même et on comprend mieux les uns les autres les objectifs partagés et les objectifs communs. Et donc, c'est une façon aussi de garantir un meilleur résultat. Et ça, très concrètement, nous, on l'a vécu il y a fort longtemps déjà, sur une opération où on avait, qui était en macro-lot, et on a fait une mise en concurrence type PMG, donc prix maximum garanti, sur un stade avant-projet. Ensuite, il y avait un partenariat du coup entre l'avant-projet et pour arriver à un dossier marché avec les entreprises choisies, et on a développé ensemble le projet de façon plus étroite pour intégrer un maximum les façons de faire des entreprises, leurs méthodes, leur préfabrication. Et ensuite, on est parti pour la construction. Les avantages majeurs et concrets, c'est que la collaboration était vraiment super. Même en macro-lot, il y a eu un état d'esprit sur le chantier, un déroulé de chantier sans difficulté et une collaboration de différents acteurs assez formidable. Et surtout, un résultat très tangible, c'est que c'est la maison de retraite, le meilleur rapport qualité-prix que l'on ait jamais fait sur une maison de retraite, et on en fait quand même quelques-unes depuis plusieurs années. Et donc la coopération gagnant-gagnant, c'est important. Donc pourquoi le hors-site est désirable? Je le résumerai ainsi, c'est pour mieux réussir ensemble nos opérations, pour améliorer le quotidien de plus de 1 200 000 salariés dans le bâtiment. Alors, ils ne sont pas tous sur le chantier, mais quand même, il y en a beaucoup. Par la sécurité, mais aussi par des parcours de carrière que l'on peut diversifier, et on peut tenir compte aussi de la santé physique ou des conditions de travail telles que les intempéries. Le hors-site est désirable pour mieux vivre dans les bâtiments qualitatifs et confortables, tout simplement, et pour bâtir ensemble un futur durable avec moins de carbone, plus de biosourcés et plus d'adaptabilité. Et chacun de nous, chacun où il est à sa place dans la chaîne de valeur, peut se saisir de ce sujet, et chacun dans son rôle contribue à déployer cette solution. Et donc j'ai juste envie de vous dire, à nous de jouer. Merci beaucoup Amélia, merci à tous les intervenantes, merci à vous d'avoir participé à la conférence. Si vous souhaitez échanger un petit peu plus sur le sujet avec nos intervenants et ensemble, vous pouvez nous retrouver sur le stand B3 qui est juste derrière, c'est le stand de Grand Paris Aménagement où l'association Filière Hors Site a un petit corner. On vous attend avec un petit cocktail pour échanger. À tout de suite.